Alors nous allons entrer tout de suite donc, dans le vif du sujet qui nous mobilise tous aujourd'hui, la mixité. Et actualité oblige, nous allons considérer l'évolution de la mixité en période de crise et notamment parler de l'accès des femmes à des postes de management. Oui, je voulais juste réagir sur les caractères féminins et masculins. Moi, en tant que recruteur, j'ai beaucoup de difficultés à identifier des caractères spécifiques. On a une culture d'entreprise chez Michelin, on recrute une personnalité pour se projeter dans l'avenir, pour un parcours, et donc on considère les personnalités différemment. Et quand je rencontre une personne, j'ai du mal à faire un lien entre le sexe et puis des compétences particulières. Et je suis toujours un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, parce que pour moi, chaque individu est différent. Et alors on a peut-être une statistique globale, mais quand on est recruteur face à des candidats ou à des candidates, c'est les mêmes critères pour tout le monde. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que notre intérêt en tant que recruteur pendant la crise, c'est de trouver les meilleurs talents. Et quand vous adressez à une population qui est doublée, c'est-à-dire autant aux femmes qu'aux hommes, vous doublez la chance de trouver des personnes de qualité. Et pour moi, en tant que recruteur, l'intérêt de la mixité, c'est ça. C'est s'adresser à un plus grand nombre de personnes pour trouver plus de talents. Il y a des études au Japon, en Russie, aux États-Unis, sur le pattern d'innovation et d'approche de solution de problèmes. Il y a des études de Mensa qui sont très intéressantes et qui prouvent qu'on n'agit pas de la même façon. On ne peut pas dire qui est mieux et qui n'est pas bien, mais on est totalement différents et tout en étant égaux en théorie, en droit et en salaire, on est quand même, du point de vue innovation, extrêmement intéressant quand on est en mixité. Et je persiste et signe, les femmes ont des patterns très intéressants en ce sens. Alors, moi je voudrais intervenir parce que vous disiez tout à l'heure que nous n'avons que 12% de femmes en effet en tant que, on va dire, au poste de direction, et nous avons 35% de femmes. Et l'année dernière, en fait, nous on a investi plutôt dans les femmes à l'inverse, en période de crise. On a pris une femme à un poste de direction du développement et des projets, et qui a bougé toutes les habitudes des hommes, qui les a complètement déstabilisés. Ça a fait beaucoup de bien. C'était un vrai choix de ma part d'embaucher une femme. Et au poste de direction en province, ce qui n'est pas simple parce que c'est encore plus marqué en province que sur Paris. Et pour ce qui est de la crise, elles ont eu une approche qui est extrêmement intéressante. Elles ont pris le temps de construire. Elles ont pas pris les hommes ont tendance à prendre des décisions assez rapidement, dans l'urgence. Les deux femmes, et on a deux exemples sur une affaire de Tours, et au poste de direction au niveau du siège, les deux femmes ont pris le temps de construire en disant voilà, on a une problématique, on ne va pas pouvoir la régler tout de suite. On va voir comment on peut bouger toutes les habitudes, changer le discours pour que ça fonctionne sur le long terme. Les femmes sont de plus en plus partie prenante dans l'acte d'achat. Et c'est d'autant plus vrai que le budget des ménages est restreint. Et donc je dirais que le monde automobile, comme le monde bancaire, a tout intérêt à avoir dans ces structures une représentativité des femmes qui soit meilleure. Donc moi je suis assez basique. Alors je pense que les femmes et les hommes au niveau du cerveau ils ont le même. Enfin celui de la femme pèse 200 grammes de moins je crois. Mais après les neurones, les connexions, tout ça, je suis fondamentalement convaincue que c'est une question de culture. Je pense que tout ça se fait sur plusieurs générations. Donc je ne pense pas que les femmes et les hommes aient des managements différents. Mais pour autant, je crois beaucoup aux facteurs économiques. On vit dans un monde capitaliste. Et à partir du moment où les entreprises sont persuadées qu'il y a un intérêt à avoir plus de femmes dans les structures de direction, etc., on ira. Voilà. Donc moi, je dis que c'est une opportunité. Moi, j'interviens dans l'industrie dans le sens le plus large du terme. Donc pas exclusivement dans l'industrie automobile, mais je pense qu'il y a certaines tendances qui sont un peu semblables. Si vous regardez des femmes à des rôles de management, je dirais assez élevés dans les organisations, il y a moins de réunions qui démarrent à 17h30. Il y a une organisation dans la vie de l'entreprise qui se fait différemment et peut-être de façon un peu plus rythmée et carrée dans l'organisation du temps. Encore une fois, je vous rejoins bien en vous disant que dans mes critères de recrutement, il n'y a pas de différence entre une femme et un homme. En revanche, on a une démarche, et je pense qu'on est nombreux comme ça, une démarche tout à fait volontariste, chiffrée. C'est-à-dire que dans mes objectifs individuels personnels, j'ai un taux de féminisation des recrutements, avec des difficultés en fonction des métiers. C'est-à-dire que je cherche en ce moment beaucoup de femmes en bureau d'études et en métier de maintenance. Parce qu'on parle de top management, mais 2/3 de mes recrutements ne sont pas sur des postes de top management. Et donc, sur ces métiers-là, on a un sourcing
qui est compliqué, hein, sur les métiers de bureau d'études et de maintenance. À l'inverse, quand on a la réelle volonté de le faire, on est capable de changer des choses. On est passé sur les métiers de chef d'équipe, d'encadrement, donc de management de production en usine, en France, en 2011, de 14% de recrutement de femmes à 50% en 2012. En une année, on a fait cette multiplication par 3 de la proportion des femmes que nous embauchons sur ces postes, je rappelle, de management d'équipe en usine, qui sont postées avec des équipes de nuit, donc c'est vraiment c'est difficile, je veux dire, ce sont des conditions pas évidentes. Et on l'a fait en ouvrant les profils. C'est-à-dire que plutôt que de chercher des profils techniques à qui qu'on pouvait former au management, on a cherché des profils de managers de terrain qu'on pouvait former à la technique. Et on est allé recruter dans des centres sociaux. On est allé recruter, enfin, on a vraiment ouvert en travaillant avec Pôle emploi dans une réelle logique de partenariat. On a un excellent partenariat avec Pôle emploi en France en général. Et ils nous ont vraiment aidés. Donc on a eu cette démarche commune pour passer de 14% de recrutement de femmes à 50% de recrutement de femmes en une année. Donc c'est possible, on peut changer les situations, mais il faut lever à la fois des contraintes principalement psychologiques internes et externes. Parce que certains métiers sont accessibles aux femmes et le marché, le sourcing, nous montre que ce n'est pas compris par tout le monde. Nous, on a un réel problème de recrutement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à trouver des femmes. On va aller les chercher pour les marques Jaguar, Land Rover, Bentley, plutôt dans le luxe. Et on a beaucoup de mal à leur dire, venez dans l'automobile, quittez des très belles marques comme Dior. On a eu une opportunité avec quelqu'un, on met une femme qui venait d'une autre marque comme chez Zadig et Voltaire. Elles ont une très bonne expertise de la vente dans le luxe, on va dire globalement. Donc une très bonne approche client, très orientée vers la qualité, vers l'accueil. Et on a beaucoup de mal encore à les faire venir parce qu'on a quand même encore une image, et je pense qu'elles ont peur pour certaines de l'avoir, entre guillemets, de garagiste. Et donc elles ont du mal et bien qu'on ait des belles adresses, entre travailler chez Bentley à Neuilly et chez Dior Place Vendôme, je pense qu'il y a aussi un problème à ce niveau-là, qu'on n'arrive pas encore à donner une image qui soit suffisamment féminine, qui soit extrêmement positive en termes d'image et développement, sachant qu'elles n'ont pas obligatoirement besoin d'avoir expérience d'automobile. Hein. Aujourd'hui, c'est plus du tout utile, c'est vraiment pas nécessaire même dans nos métiers. Mais le changement se fait sur le long terme. Aujourd'hui, quand vous mettez des annonces, demandez à des femmes, globalement, enfin vous en parlez même lors de dîner, elles ont beaucoup de mal à envoyer un CV. Elles ont les compétences, elles sont, je suis assez d'accord, à équivalence, on ne parle même pas de taille de cerveau. C'est pas le problème, c'est juste que c'est une nécessité absolue. Et les congés maternité, etc., sont des faux problèmes pour les vrais chefs d'entreprise qui ont une vision sur le long terme. Je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose de tout à fait juste et pertinent, dans le sens que les femmes ont du mal à se faire connaître, à se valoriser. Il y en a qui commencent à se mettre en réseau, et la preuve en est, c'est que vous êtes toutes là aujourd'hui. Mais je pense qu'effectivement, il y a une certaine hésitation pour une grande majorité de se valoriser, de se mettre en avant, de se vendre, de se bagarrer. Il y en a quelques-unes qui se bagarrent et elles sont très visibles, mais il y a aussi, je dirais, une grande majorité qui attendent qu'elles soient reconnues à leur juste valeur. Je pense que c'est tout à fait vrai, parce que ce que vous avez dit, je suis totalement d'accord, mais en amont, il y a aussi un problème de s'identifier à un rôle différent. Par exemple, il existe un conditionnement global, collectif, la femme dans un métier de luxe, les cosmétiques, les habits, etc. Et ensuite, quand vous dites que la femme a du mal à se vendre, je vous rappelle que récemment, il y a une série danoise qui a passé à la télévision sur Arte, il me semble, qui s'appelait Borgen. Et donc, c'est une histoire de la femme qui devient Premier ministre au Danemark. Elle est absolument fictive, comme il y avait la même série aux États-Unis. Mais il y a un épisode très intéressant où elle n'arrive pas à se vendre. Il y a un homme qui lui fait un brin de coaching pour lui dire « Les femmes ne savent pas jouer au poker. Il y a très peu de joueuses de poker parce qu'elles ne savent pas bluffer. Il faut donc non seulement leur apprendre à sortir de la méritocratie et d'attendre qu'on vienne les chercher, mais aussi il faut leur apprendre à bluffer. » Oui, et c'est vrai que je me suis mise au poker. On va toutes s'y mettre. Mais c'est récent.
Il faut éviter systématiquement de dire les femmes ont telle qualité par rapport aux hommes, parce que, encore une fois, on est dans un monde économique. Et le juge de paix, c'est ce que fait une femme ou ce que fait un homme. C'est-à-dire, bon, vous l'avez dit, j'ai 3500 collaborateurs, mais j'ai surtout un compte de résultats. Et à la rigueur, mon patron, que je sois un homme ou une femme, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est que mon budget soit réalisé en fin d'année. Et bon, si je prends le cas de BNP Paribas, et bon, vous parliez de Michelin, mais il y a d'autres grandes entreprises qui ont la même politique. La promotion de la mixité, elle date d'une petite dizaine d'années chez BNP Paribas. Mais je dirais qu'elle s'accélère, et le directeur général, si vous allez sur Internet, vous verrez la façon dont il en parle, parce que c'est pour nous un élément de richesse, au même titre que l'internationalisation de nos cadres supérieurs. Il y a plusieurs types de diversité, et l'égalité homme-femme est un des éléments. Mais toute entreprise qui veut favoriser le bien-être au travail, l'efficacité, etc., s'il y a de l'intelligence collective, voilà, partant de crise, l'entreprise se dit il faut accélérer. Donc ça peut être dans les grands groupes qui en ont conscience, qui ont conscience de cet atout, un facteur d'accélération, la crise.